Bonjour Roland Marchal. Bonjour. Nous sommes dans un studio de Radio France, à la Maison de la Radio. À mes côtés, Christophe Boisbouvier de RFI. Bonjour Christophe. Bonjour Roland Marchal, content de vous revoir. Roland Marchal, vous êtes chercheur au CERI, Sciences Po, spécialiste de l'Afrique. On a souvent entendu vos analyses sur nos antennes, sur RFI bien sûr, et sur les différentes chaînes de Radio France, France Culture, France Inter, France Info. En juin 2019, l'an dernier, vous avez été arrêté en Iran, où vous rendiez visite à votre compagne, Fariba Adelra, une anthropologue spécialiste de l'Iran. Vous avez été libéré le 20 mars dernier. Fariba Adelra, elle, est toujours détenue à la prison d'Evin, à Téhéran. Vous avez été accusé notamment de crimes liés à la sécurité de l'État, de propagande, on va y revenir. Que s'est-il passé le 5 juin 2019 à votre arrivée à Téhéran ? Écoutez, ça a été en fait très rapide. Je suis descendu d'avion. J'étais en train de préparer les formalités pour obtenir un visa à l'aéroport, comme c'est devenu possible depuis quelques années pour l'Iran. Et c'est pendant ces formalités que j'ai été arrêté par les Pasdaran. Et à quel moment et comment avez-vous appris que Fariba Adelka avait été elle aussi arrêtée? Alors, j'ai entendu sa voix 3 semaines après, vers la fin du mois de juin, si vous voulez, entre ma cellule et l'endroit où se faisaient les interrogatoires, j'ai entendu quelqu'un crier Azadi. Et Azadi en persan veut dire liberté. Enfin, je ne parle pas persan, mais il y a quelques mots dont j'ai appris la signification, surtout en prison. Et c'était sa voix. Parce qu'elle résidait, enfin sa cellule était au premier étage, donc elle pouvait voir, parce que les conditions de détention des femmes sont relativement différentes pour ce qu'en disent des hommes, de celles des hommes, donc un peu plus facile à ce moment-là. Et donc elle a pu me reconnaître, et donc elle a hurlé ce nom, c'était très clairement sa voix. Et donc là j'ai su qu'elle était prisonnière. Et je l'ai vu ensuite le 25 septembre, le 25 octobre et le 3 février. Chaque fois, quelques minutes, sous haute surveillance, quelquefois avec la possibilité de lui parler, quelquefois c'était interdit, mais on a pu échanger 2-3 mots. Alors, je crois que vous étiez, Roland, dans l'aile de la prison d'Evin réservée aux gardiens de la Révolution, aux détenus des gardiens de la Révolution. Oui, alors c'est un centre tout à fait particulier. Ce n'est pas la prison, ça ne dépend pas du ministère de l'Intérieur, ça dépend que des Pasdaran. Et c'est plutôt un quartier de haute sécurité en termes de conditions de détention. C'est-à-dire vous êtes réellement isolé. Je reviendrai là-dessus parce que c'est une des choses dont j'ai le plus souffert. Vous n'aviez pas la lumière du jour dans votre Non, cellule. alors il fallait vraiment se mettre sur la pointe des pieds pour entreapercevoir un peu de lumière extérieure. Donc pour moi, c'était très difficile. Comme individu, disons, je travaille en Afrique parce que j'aime beaucoup la lumière, notamment, j'aime aussi beaucoup la liberté. Et donc ça a été très difficile. Donc les premiers jours, les premières semaines, c'était reconquérir le contrôle du temps, c'est-à-dire savoir quand est-ce qu'on vous sert le petit déjeuner, savoir quand est-ce qu'on vous apporte les médicaments et donc à partir de quel moment vous pouvez dormir le soir, et puis les 3 repas qui étaient servis. Alors c'était extrêmement monotone, c'est très difficile à vivre, surtout quand on arrive. Moi, je suis un boulimique du travail, et donc c'était très difficile pour moi, et aucune nouvelle de l'extérieur. Vous ne savez pas pourquoi on vous retient, vous ne savez pas au nom de quoi, pour combien de temps. Pour moi, ça a été une véritable épreuve. Donc j'étais dans un état pas assez... bon, l'isolement fait que vous perdez la mémoire. Vous perdez la mémoire si vous voulez, de beaucoup de questions qu'il me posait, qui peut-être dans l'absolu n'étaient pas irraisonnables, parce qu'il y avait des questions sur la période la plus contemporaine. Je ne savais plus. À la fin, je regardais, quand j'ai eu accès à une télévision, je regardais des films étrangers, pas tellement pour les films eux-mêmes, que je ne comprenais pas puisque c'était traduit en persan, mais plutôt pour retrouver le nom des acteurs. Simplement pour reconstituer cette mémoire. J'ai mis des journées entières à retrouver le nom du personnel politique des pays sur lesquels je travaillais. Donc vous avez, c'est ça l'isolement. C'est pas simplement l'enfermement. C'est cet oubli de ce qu'on a fait, de ce qu'on a écrit, de ce sur quoi on a travaillé. Et ça, c'était extrêmement éprouvant parce que
parce que je voyais que les interrogatoires se passaient de plus en plus mal, c'était de plus en plus conflictuel, ça hurlait. Alors vous êtes dans une cellule où tout est très silencieux, et puis tout d'un coup vous êtes dans une salle où vous avez votre interrogateur qui hurle en disant que c'est pas possible, que vous vous souvenez pas. Donc psychologiquement vous avez beaucoup de choses, des techniques qu'ils utilisent, hein, qui sont à mon avis des techniques utilisées par beaucoup d'autres pays. Votre premier contact avec l'extérieur, c'est quoi? C'est une visite du consul de France? Mes premiers contacts avec l'extérieur, ça a été, si vous voulez, d'abord la clinique à l'intérieur de la prison, parce que je le dis, j'ai eu accès à un médecin quand j'en avais besoin, j'ai eu accès, et il y a eu un moment où j'ai eu... il y a eu... Excusez-moi. Bon, j'ai eu des problèmes assez sérieux liés à, disons, des crises d'angoisse ou des crises de claustrophobie. Et donc, il a fallu très rapidement que je voie un médecin. Donc, dans un premier temps, j'ai vu un médecin dans la clinique. Donc, pour moi, ça a été un grand moment. Pas tellement... bon, le médecin proposait des cachets. À un moment, j'étais drogué. Je prenais 6 cachets le soir pour dormir, contre le stress, contre les palpitations cardiaques, enfin, et beaucoup d'autres choses. Mais j'ai pu voir l'heure. Donc, pour moi, ça a été, si vous voulez, la première chose, ça a été commencer à retrouver le contrôle du temps, savoir quelle heure il pouvait être, savoir à quelle heure se faisaient les prières, parce que comme il y a l'appel à la prière, bon, bah, je pouvais un peu mesurer le temps. Et donc, bon, ça a été quelque chose d'important. La visite du consul est arrivée le 4 juillet. Donc, pour moi, c'était important, puisque du coup, ma famille savait où j'étais, puisque ma famille n'était pas... J'avais pas de contact avec elle. Hein, il faudra attendre le 29 août pour que je puisse appeler pour la première fois ma mère. Et d'une certaine façon, bon, à ce moment-là, j'ai commencé à pouvoir demander des livres. Donc les livres sont arrivés. Bon, c'est grâce aux livres que des collègues, des amis m'ont envoyé que, en fait, je suis capable d'être ici aujourd'hui. Sans eux, sans ces livres, je crois qu'aujourd'hui, je serais, je sais pas où, mais dans un drôle d'état. Pendant des mois, votre détention n'a pas été connue, n'a pas été révélée publiquement. Celle de Fariba Adelral a été au mois de juillet, la vôtre un peu plus tard, vers le mois d'octobre. Forcément, ça change quelque chose en termes de médiatisation. Les autorités françaises ont pu à ce moment-là commenter publiquement votre affaire. Vous avez perçu cela en prison? Non. C'est plutôt vers le mois de février. Où, disons, l'un de mes interrogateurs a eu une longue discussion avec moi, puisque je m'étonnais du fait que des choses très basiques comme pouvoir appeler ma famille, cet accord-là n'était pas respecté, même pas une fois par mois. Et donc j'avais fait une petite grève de la faim, rien de comparable avec ma collègue. Et donc il m'a dit, écoutez, tout ça est lié à des négociations qui sont pas sur vous, qui sont sur un Iranien en France. Et donc, d'une certaine façon, ce que vous vivez, c'est un moyen de pression sur les Français. Donc là, j'ai compris que j'étais un moyen d'échange. Et ce qui était un peu rassurant d'une certaine façon, parce que ça voulait dire que la fin, ça serait un échange. Et puis d'un autre côté, ma libération n'était pas liée à mes aventures judiciaires. À vos yeux, qu'est-ce qui est préférable dans ce genre d'affaires? La discrétion ou la campagne médiatique publique? Si vous voulez, la campagne médiatique, elle a joué un rôle, parce que dans ce même entretien, on m'a expliqué que la presse me décrivait comme mourant. J'étais pas mourant, j'ai eu des périodes... J'ai eu des périodes assez difficiles et bon, j'ai un peu tendance à penser que je pense que c'était mieux que ça soit public, parce que ça les a quand même un peu inquiétés et disons, à la fin, je n'étais pas bien traité eu égard à ce que je voyais pour d'autres détenus, mais je n'ai jamais été maltraité, c'est-à-dire que si vous voulez, l'accès aux médecins, l'accès aux soins ne m'a pas été interdit. Et de la même façon, on n'est pas revenu sur les conditions de détention. On ne m'a pas transféré dans une autre cellule, ce qui pour moi aurait été la fin.
Vous avez des nouvelles récentes de Fariba? Elle a connu en prison des problèmes rénaux notamment. Oui, Fariba a fait une grève de la faim qui a été très longue. Moi, j'ai été... si vous voulez, je demandais des réponses à des questions. Pourquoi je ne pouvais pas appeler ma famille? Pourquoi je ne pouvais pas voir mon avocat? Pourquoi je ne pouvais pas voir le consul? Pourquoi je n'avais pas plus droit à des livres, etc. Fariba avait des exigences, notamment de pouvoir me voir, parce que j'avais... lorsque nous nous sommes vus, je n'étais pas, disons, au meilleur de ma forme. Et donc, elle était très inquiète pour moi. Elle avait d'autres points. Donc, elle a fait la grève de la faim très longtemps. Bon, c'est quelque chose qui est difficile. Moi, j'ai une petite expérience de grève de la faim. Je sais que une grève de la faim, il faut toujours que c'est des objectifs très limités, ou alors il faut savoir que c'est la dernière qu'on fait. Et je crois qu'elle a été très ambitieuse, avec des gens qui n'ont pas un intérêt extraordinaire à ce genre d'exercice, et donc on fait durer la chose. Donc elle a beaucoup souffert, elle souffre beaucoup des reins, largement à cause de ça. Pour la première fois depuis votre libération, vous avez accepté aujourd'hui de témoigner publiquement. C'est important pour vous? Il y a un message aussi à faire passer? Écoutez, c'est important parce que je crois, bon, j'ai vécu une partie de cette réalité. Elle est dure, elle est douloureuse à certains égards, et elle continue à l'être. Mais je crois que j'ai aussi besoin d'en parler. Et puis, je veux aussi que les gens sachent pourquoi il est important de continuer à se mobiliser pour Fariba, et puis pour tous les autres universitaires qui sont aujourd'hui emprisonnés en Iran et dans un certain nombre de pays de cette région. Merci d'avoir accordé cet entretien à nos 4 médias, France Inter, France Info, France Culture et Radio France Internationale. Merci Roland Marchal. Merci à vous.